Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 23h. Voici les titres de votre journal. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Entre autres mesures, il a été décidé l'élargissement de la liste des personnalités assujetties à l'obligation de leur patrimoine à la haute autorité pour la bonne gouvernance. La Bourse régionale des valeurs mobilières a lancé un troisième compartiment dédié au financement à long terme des PME. Cette année, la BRVM veut atteindre une capitalisation boursière minimum de 7 500 milliards de francs CFA et un volume de transactions de 300 millions de titres échangés. Le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris ce mercredi avec le passage du dernier témoin à charge. Professeure Hélène Yapo était spécialiste en médecine légale. Elle avait procédé aux autopsies effectuées sur des victimes de la crise post-électorale. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où a eu lieu un conseil des ministres ce mercredi. Conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au cours de la rencontre, d'importantes mesures, notamment générales et individuelles, ont été prises. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Au titre des mesures adoptées par le Conseil des ministres ce mercredi 17 janvier sous la présidence du chef de l'État, il y a la modification de l'ordonnance qui fait obligation depuis 2013 au Premier ministre, aux ministres, au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'à l'ensemble des présidents d'institutions, aux élus, aux gouverneurs de déclarer leur patrimoine dans un délai fixé. Le président de la République étant, lui, déjà soumis à cette obligation par la loi. Le Conseil des ministres a décidé d'allonger la liste des personnalités assujetties à cette obligation. L'objectif ici, c'était de modifier la loi déjà, de façon à ce qu'elle s'adapte à notre Constitution, puisque la loi précédente avait été prise en septembre 2013, donc avant la nouvelle Constitution. Et vous n'ignorez pas qu'en septembre 2013, il n'y avait pas encore de vice-président, par exemple. Cette ordonnance permet justement d'inclure le vice-président. Et puis, il y a certains métiers, membres du Conseil constitutionnel, les magistrats, etc., qui n'avaient pas été mentionnés clairement dans les textes précédents. Donc, tout cela vont être mis dans la liste, donc mise à jour. Mais tout ça démontre surtout la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de renforcer la lutte contre la corruption. Si les professions de manutentionnaires portuaires et de consignataires maritimes dans les ports d'Abidjan et de San Pedro peuvent être en partie une alternative au chômage, le Conseil des ministres a affiché sa détermination à favoriser un large accès à ces professions aux nationaux ivoiriens. Cette présence se fera principalement à travers l'obligation désormais pour les entreprises concernées de détenir 75% d'actionnaires ivoiriens. Cela n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc c'est clairement une nouveauté et cela va sans aucun doute permettre aux Ivoiriens d'être présents plus fortement dans ce métier-là. Le Conseil a en outre rendu public les délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination au poste de directeur dans l'administration douanière et à la direction générale du budget et des finances et au poste de directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion. Est nommé directeur général de la société d'État dénommée Société ivoirienne de télédiffusion, M. Yeo Adama Benoît. Le Conseil s'est penché aussi sur la situation des commerçants sinistrés suite aux incendies des marchés d'Abengourou et de Yamoussoukro. Et au regard de la récurrence des incendies de marchés, le Conseil envisage des mesures palliatives. Au total, 400 commerçants déclarés victimes ont été enregistrés à ce jour, 340 à Bangourou et une soixantaine à Yamoussoukro. Ces deux incendies qui ont partiellement ravagé les marchés visités ont mis en relief un certain nombre de dysfonctionnements du système sécuritaire, notamment la défaillance des équipements de lutte contre les incendies et de secours sur ces marchés. Aussi, en vue de prévenir ce type de sinistre et d'y apporter des réponses durables, le Conseil a arrêté un certain nombre de mesures, dont l'organisation avec les services techniques publics compétents, de l'audit des principaux marchés de notre pays,
en vue d'identifier justement les risques réels d'insécurité et d'anticiper sur les mesures à prendre et sur les équipements à mettre en place pour réduire ces risques. Le Conseil a été informé de la participation du président de la République à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Libéria, George Weah, le lundi 22 janvier à Monrovia. Le Conseil a aussi été informé de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An de la presse au président de la République qui se déroulera le 25 janvier au Palais présidentiel. Le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, a procédé hier au lancement de son nouveau bulletin d'information dénommé Impact Développement, un magazine de 16 pages qui met en exergue les résultats et l'impact de l'action gouvernementale. Il sera édité tous les mois en version numérique et physique et destiné à l'ensemble de la population dans toutes ses composantes. C'était en présence du ministre de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Herman Guivet. Un magazine pour informer sur les actions de développement engagées par le gouvernement. Un magazine pour donner plus d'impact aux politiques mises en œuvre par le gouvernement au bénéfice des populations. Disponible en version numérique sur le site www.gouv.ci, mais également en version physique. Il est officiellement présenté aux médias, aux structures de communication ministérielles et autres partenaires au développement, en présence du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, représentant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour l'occasion. Ce magazine est un produit du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Des progrès ont été réalisés, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'éducation, de l'électricité, de la santé, des routes, etc. Notre défi à nous, au niveau du Centre d'information et de communication gouvernementale, est de montrer ses acquis, d'en faire un très large écho. Impact Développement, cet outil que nous présentons aujourd'hui, est un élément parmi tant d'autres qui sera affecté à cette mission de communication. Une initiative fort appréciée par le ministre de la Communication, mais qui devra s'accompagner de certaines exigences professionnelles. Ce type de communication doit continuer, et de manière plus forte. Cela exige des différents départements ministériels de disposer de services de communication à la hauteur des nouveaux enjeux. Des services qui sont capables de fournir des informations de qualité et de communiquer sur les activités de leurs ministères respectifs et sur tous les supports, et communiquer bien entendu en temps réel. Et justement, que pensent certains responsables de communication ministérielle de ce magazine? C'est un magazine qui vient à point nommé pour donner toute la lisibilité nécessaire et les échos qu'il faut à toute l'énergie que le gouvernement déploie pour apporter les solutions aux problèmes que vivent les populations. Ce support-là manquait. Nous pouvons communiquer à travers les journaux, à travers la télévision, mais ce n'est jamais suffisant. Impact Développement permettra également d'atteindre d'autres cibles. Pour sa première parution, gros plan sur le programme Eau pour tous, le lecteur ira plus loin avec Amadou Gon Coulibaly, qui se prononce sur la collaboration du gouvernement avec le secteur privé. Les vols directs Abidjan, États-Unis d'Amérique, c'est pour bientôt. Ce sera une réalité le 10 mai prochain à 13 h exactement. Et c'est Ethiopian Airlines qui procédera au premier vol direct Abidjan-New York. Le retour de ce vol inaugural est prévu pour le 12 mai. L'annonce a été faite hier mardi par le ministre des Transports Amadou Koné. Ce projet est l'aboutissement de plusieurs accords passés entre le gouvernement ivoirien et l'aviation civile éthiopienne. Cheikh Koné Aboubakar. Dans son discours à la nation en début d'année, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé l'établissement de vols directs entre Abidjan et les États-Unis dans le courant du premier semestre 2018. La date de la première desserte est désormais connue. Je suis heureux de vous annoncer que le premier vol en direction des États-Unis, donc à New York, sera opéré donc, par Ethiopian le 10 mai 2018 à 13 h. Le vol partira le 10 mai 2018 à 13 h. Et le retour se fera donc le samedi 12 à 15 h.
Au niveau technique, la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire se chargera de faire le ramassage des voyageurs de la sous-région pour les convoyer sur Abidjan, afin de faciliter la tâche à Ethiopian Airlines qui les achemineront par vol direct vers les États-Unis. En contrepartie, les billets d'Air Côte d'Ivoire seront vendus dans les guichets d'Ethiopian Airlines aux États-Unis. Le premier bénéficiaire donc, de cela, grâce aussi à qui c'est rendu possible, c'est Air Côte d'Ivoire. C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez Air Côte d'Ivoire qui est devenue la compagnie leader en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, et qui a un hub important qui est le hub d'Abidjan, que donc cette liaison aujourd'hui est possible. Si elle est possible en s'appuyant sur Air Côte d'Ivoire, ce qui donne des perspectives importantes donc pour Air Côte d'Ivoire. C'était essentiel et qu'on en avait besoin que ce pays qui est majeur dans la CEDEAO et dans l'Afrique de l'Ouest soit relié directement aux pays qui représentent toutes les institutions financières mondiales. Après cette annonce, le ministre des Transports a promis aux acteurs de la communauté aéroportuaire de trouver une solution à la lancinante question du coût de l'aéroport. Le ministre des Infrastructures économiques veut trouver une solution durable au déficit en eau potable dans les ménages dans plusieurs communes. Amédée Kofi Kwaku a eu hier une séance de travail avec les responsables de la SODECI. À l'ordre du jour, le problème d'eau dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Francis Boifo était présent à cette rencontre. Des solutions urgentes pour combler le besoin des populations en eau potable. Voilà ce qui a conduit le ministre des Infrastructures économiques au siège de la Société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire, SODECI. Avec tous les investissements que le chef de l'État a fait, la production d'eau sur Abidjan est relativement suffisante pour les populations. Maintenant, c'est au niveau distribution, au niveau stockage, c'est-à-dire les châteaux d'eau. Nous sommes en train de regarder pour voir. Il y a aussi des canalisations qui sont vieillissantes. Il y a des canalisations qui ont plus de 50 ans qu'il va falloir donc réparer, remplacer. On a beaucoup de fuites sur le réseau. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de fraude aussi dans les quartiers. Mais tout ça, nous avons échangé pour voir comment est-ce qu'on peut apporter des solutions. L'accès à l'eau potable, une priorité pour tous. On va mettre en place un comité de suivi de sorte que pour l'ensemble des quartiers, ces problèmes-là puissent être réglés progressivement. Aussi, il faudrait que les populations sachent que nous sommes en janvier-février, c'est la période de saison sèche. Dans beaucoup de villes, les problèmes d'eau vont commencer à se poser simplement parce qu'il ne pleut pas. Mais soyez rassurés que le gouvernement a conscience de tout ça. Il y a beaucoup de projets qui sont programmés, notamment dans les grandes villes de Côte d'Ivoire, de sorte qu'on puisse sécuriser définitivement ces problèmes d'eau pour un peu plus de 270 milliards. Pour parer au plus pressé en 2017, l'État a décaissé avec l'aide de ses partenaires un montant d'environ 13,1 milliards de francs CFA pour la réalisation de plusieurs projets en eau potable. Adama Koné, de son côté, a fait le bilan 2017 des activités de son département. Occasion pour le ministre de l'Économie et des Finances de décliner les grands axes des actions à mener au cours de l'année 2018 afin d'atteindre les objectifs assignés à son département. C'était au cours d'une rencontre bilan. Le témoignage de Jean-Louis Bangbo. Malgré un contexte économique difficile, le ministère de l'Économie et des Finances a mobilisé sur les marchés financiers les ressources nécessaires pour juguler l'effet des chocs intervenus en début d'année 2017. À fin décembre 2017, ce sont environ 851,3 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés sur le marché sous-régional. L'objectif de mobilisation des ressources financières sur le marché des capitaux assigné à notre ministère dans le budget 2017 a été entièrement réalisé. Des résultats auxquels il faut ajouter notamment la mise en œuvre satisfaisante du programme économique et financier confirmé par 2 missions d'évaluation du FMI en Côte d'Ivoire. Véritable motif de satisfaction pour le ministre de l'Économie et des Finances qui entend maintenir ce cap pour 2018. Fort des acquis, notre département ministériel devra placer le développement et la promotion des outils de financement alternatifs au cœur de son action en vue de consolider la dynamique de développement de l'économie. Il s'agira également de poursuivre la mise en œuvre des actions engagées en 2017 et n'ayant pas été totalement achevées ou constituant des actions continues. Mobilisation des ressources, réforme du secteur financier, accompagnement du secteur privé, tels sont les principaux chantiers du ministère de l'Économie et des Finances pour l'exercice 2018. Le ministre a appelé l'ensemble des services et structures sous tutelle à jouer pleinement leur partition afin de relever ces défis.
Toujours au chapitre économie de ce journal, rendons-nous à la Bourse régionale des valeurs mobilières où une opération de financement des PME a été lancée. Cette année, la BRVM, qui est en nette progression, veut atteindre une capitalisation boursière minimum de 7 500 milliards de francs CFA. On en sait plus avec notre reporter Justine Seydjike. Il n'y a pas eu de crash boursier à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Elle se porte même bien, en témoigne la progression de la pénétration de la culture boursière. En 2012, 86 326 comptes, en 2015, 109 633 comptes et en 2016, 139 793 comptes ont été ouverts à la BRVM. Et elle est l'une des bourses qui a affiché les meilleures performances en 2017. La BRVM a accueilli en 2017 2 nouvelles sociétés cotées, pas des moindres, 2 banques. Nos volumes de transactions ont fortement progressé, ce qui a permis d'améliorer la liquidité de notre marché, qui est passé de 5% il y a 5 ans à plus de 25% en 2017. Nos valeurs de transactions, bien qu'elles ont baissé, elles se situent à un niveau au-dessus du niveau que nous avions connu avant 2012. Sur le plan de la capitalisation du marché, nous avons enregistré une légère baisse de la capitalisation du marché action qui est passée de 7 700 milliards à 6 800 milliards sous l'effet de la baisse de nos indices. Mais par contre, le marché des obligations a beaucoup progressé à un niveau de plus de 18% par rapport à l'année dernière. La Bourse régionale des valeurs mobilières, qui aspire à être membre à part entière de la Fédération mondiale des bourses, a de grands défis à relever en 2018. Avec le compartiment PME, nous ouvrons une nouvelle page dans l'histoire de la BRVM qui veut accueillir maintenant les PME qui constituent l'essentiel du tissu économique de nos pays. Nous avons un projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est la mobilisation de l'épargne de la diaspora. Nous allons travailler sur la digitalisation de nos services, c'est aujourd'hui une obligation. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM est la 3e bourse africaine après le Kenya et le Nigeria. On change complètement de sujet pour parler à présent santé. Les travaux de restauration et de mise à niveau de 8 hôpitaux de référence, dont 3 centres hospitaliers régionaux et 5 hôpitaux généraux, ont été lancés mardi à Abidjan par le gouvernement ivoirien pour un coût d'un peu plus de 100 milliards de francs CFA. C'est l'hôpital général de Yopougon-Atié qui a abrité la cérémonie de lancement de ces travaux qui seront réalisés dans un délai d'environ 10 mois. Alexis Ouedraogo. 5 hôpitaux généraux, 3 CHR sont concernés par cette phase pour un coût d'un peu plus de 100 milliards de francs CFA. Les travaux consisteront à réhabiliter avec ou sans extension, construire et équiper les CHR de Daloa, Korogo et Yamoussoukro, ainsi que les hôpitaux généraux d'Abobo Nord, d'Abobo Sud, d'Adjamé, de Yopougon-Atié et de Grand Bassam. Les 8 hôpitaux auront globalement une capacité d'hospitalisation de 524 lits. Chaque hôpital disposera des services habituels. Je veux citer entre autres les consultations, le laboratoire, l'imagerie, les blocs opératoires, la réanimation, le cabinet dentaire, l'ophtalmologie et autres. Pour les hôpitaux généraux d'Abobo Nord et de Yopougon-Atié, les plateaux techniques seront comparables à ceux des hôpitaux régionaux. Au nom des 3 entreprises retenues pour la réalisation des travaux, Armand Agoponzo a rassuré le gouvernement de sa volonté à l'accompagner sur ces grands défis. Nous mettrons tout en œuvre pour tenir les délais et fournir la qualité nécessaire. Le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, représentant le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, a invité les entreprises en charge des travaux au respect des délais et à la qualité des ouvrages. Notre système de santé a souffert pendant de longues années d'un sous-financement, ce qui a eu pour conséquence une dégradation globale du système sanitaire dans notre pays et une perte de confiance des usagers vis-à-vis des établissements sanitaires,
notamment des hôpitaux publics. C'est donc pour corriger cette situation que dans le cadre du plan national de développement sanitaire, inclus dans le PND 2016-2020, le gouvernement a planifié la restauration d'ensemble des infrastructures sanitaires aux différents niveaux de la pyramide. Le coût de ce programme est évalué à plus de 577 milliards de francs CFA. Ces actions s'inscrivent dans l'ambitieux programme de mise à niveau de 376 établissements sanitaires, dont 4 CHU, 17 CHR, 45 hôpitaux généraux et 322 établissements sanitaires de premier contact. Abidjan abrite en ce moment une rencontre à l'intention des points focaux de l'Organisation internationale des épizooties chargée des produits vétérinaires au sein des pays francophones d'Afrique. Cette réunion est axée sur la résistance antimicrobienne, l'enregistrement et la qualité des produits vétérinaires avec un accent particulier sur les médicaments antiparasites. Lansine Bakayoko y a assisté pour RTI. Dans le contexte de libéralisation des échanges de produits, le marché des médicaments vétérinaires connaît une expansion continue, engendrant de nouveaux risques sanitaires liés à la qualité de ces produits. Aujourd'hui, l'usage intempestif de ces médicaments vétérinaires, surtout des antibactériens, commence à inquiéter. Pour plusieurs infections affectant l'homme, comme la pneumonie, la tuberculose, la septicémie et la gonorrhée, ou l'animal, le traitement devient plus difficile, voire impossible parfois, du fait de la perte d'efficacité des antibiotiques. Une meilleure gestion de ces antibiotiques implique la mise en place d'une politique régionale. Nous appelons les autorités nationales à soutenir fermement tous les secteurs concernés en encourageant une utilisation prudente et responsable de bonnes pratiques et la mise en œuvre des normes et recommandations bien établies. Cette rencontre d'Abidjan devra donc permettre aux 24 pays présents de mieux identifier les causes et de disposer d'outils nécessaires à la formulation de nouvelles stratégies. Sur ce chantier, la Côte d'Ivoire a déjà un plan d'action qui n'attend que des financements. La communication et la formation y occupent une place importante, tout comme l'amélioration des mesures de prévention des maladies infectieuses, la mise à disposition de meilleurs outils de diagnostic, la réduction de l'utilisation, surtout abusive, des antibiotiques et le suivi de l'antibiorésistance. Ce plan d'action, qui sera mis en œuvre sur une période de 5 ans, comporte au moins 3 axes stratégiques avec un objectif de réduction de 25% des risques liés à cette résistance antimicrobienne. Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a repris ce mercredi à la Cour pénale internationale. Le dernier témoin du bureau du procureur est le professeur Hélène Yapo Été, agrégée en médecine légale. Elle a fait partie du groupe des médecins légistes qui ont autopsié des corps de la crise post-électorale de 2010-2011. Suivons le récit de Gabriel Zani. Suspendu depuis décembre 2017, le procès conjoint de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris ce mercredi à La Haye avec l'audition d'Hélène Yapo Été, médecin légiste. Elle est intervenue dans ce procès pour expliquer les rapports légistes qu'elle a produits sur le corps des victimes lors des événements de la crise post-électorale. J'ai été requise pour effectuer des actes médico-légaux en matière de thanatologie sur toutes les victimes issues de la crise post-électorale. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé sont poursuivis pour crimes contre l'humanité commis lors des violences qui ont eu lieu dans le pays entre décembre 2010 et avril 2011. Des violences qui ont fait 3000 morts. C'est en janvier 2015 que les débats au fond dans le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont débuté avec le passage des témoins de l'accusation. 238 témoins à charge annoncés au départ. La procureure de la CPI a pu interroger plus d'une cinquantaine. Ce médecin légiste est le dernier témoin de l'accusation contre Laurent Gbagbo et Blé Goudé.
Au palais de justice, ici à Abidjan, un autre procès. Selon l'acte d'accusation en février 2012, la DST, Direction de la surveillance du territoire, était saisie d'un projet de déstabilisation du régime du président Alassane Ouattara par des officiers de l'armée en exil au Ghana. Lida Kwasi comparaît en même temps que 3 militaires, le colonel Kate Nyatoa, le sergent Durand Brou et l'élève officier Zadig Baka, tous accusés de complot contre l'autorité de l'État. On reste avec Gabriel Zani. Lida Kwasi Moïse, l'ex-ministre de la Défense sous Laurent Gbagbo, devant la cour d'assises, poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État. L'accusé s'est expliqué sur les faits qui lui sont reprochés. Après plus de 3 heures d'interrogation, Lida Kwasi Moïse affirme ne pas avoir la capacité de déstabiliser le pouvoir actuel. Selon lui, il est impossible de faire un coup d'État vu qu'il ne dispose pas de moyens militaires. Avant lui, un autre de ses co-accusés, Paulin Kate Nyatoa, a comparu le mardi. Lui aussi a nié les faits de complicité dans le complot contre l'autorité de l'État. Lida Kwasi Moïse est détenu avec 3 autres militaires dont le colonel Paulin Kate Nyatoa, Serge Pacom Durand et Samuel Zadig Baka. Leur audition a débuté le 15 janvier devant la cour d'assises. La justice leur reproche une tentative de coup d'État contre le régime actuel. Lida Kwasi Moïse était réfugié à Lomé au Togo après la crise post-électorale de 2011. Il avait été pris avec des documents suspects visant à renverser le régime d'Abidjan. C'est en février 2012 que la direction de la surveillance du territoire DST a reçu une alerte sur la préparation d'un coup d'État au Ghana par des militaires. À la suite, Lida Kwasi Moïse a été arrêté et est en détention depuis octobre 2014. Le procès reprend ce jeudi 18 janvier. Reportage signé Olivier Iriebi et Gabriel Zani. De la justice à la médiature, la mutuelle des agents de la grande médiature ont rendu hommage à Ngolo Coulibaly, président sortant de cette institution de la République et actuel président de la Haute Autorité à la bonne gouvernance. Pendant 6 ans, l'homme a été médiateur de la République. Dans le cadre de ses activités de sensibilisation, le député de Yopougon, Zié Coulibaly, s'est rendu auprès des populations de sa circonscription pour expliquer certaines lois adoptées à l'Assemblée nationale. Michel Digré nous rapporte ici les temps forts de cette campagne de sensibilisation et d'information. Chacun pourra voir. Ce sont au total 22 lois qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire avant les vacances parlementaires. Quelques-unes sont expliquées aux populations de Yopougon par le député Zié Daouda Coulibaly. Nous avons fait un exposé sur le budget de l'État de Côte d'Ivoire, les différentes articulations, les avancées et comment l'Assemblée a délibéré et quels sont les efforts qui ont été faits par le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement pour que ce budget soit en os. Nous avons aussi parlé un peu de la loi sur la presse, expliqué un peu les avancées et nous avons aussi parlé de l'ambiance qui a prévalu pendant les délibérations au sein de l'Assemblée. C'est la première fois que nous voyons un député qui vient nous faire un compte rendu des travaux de ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale. À compter d'aujourd'hui, on sait que dorénavant, ce qu'on doit faire à Bokanda, à Dimokro, à Daoukro, à Tengrela, on connaît tout maintenant. Il y a un document qui peut nous donner face à ce que les députés font là-bas. Après l'exposé du député, les populations ont relevé certaines préoccupations. La préoccupation fondamentale des populations, c'est la cohésion. Les préoccupations fondamentales, c'est la stabilité. Et nous avons en retour rassuré nos populations, les communautés, les chefs traditionnels, les femmes, les jeunes. Nous avons fait partager les efforts du gouvernement avec l'Assemblée. Parce qu'au-delà de Yopougon, c'est tous les parlementaires jeunes qui œuvrent au rassemblement et à la cohésion des Ivoiriens. Cet échange a été également une rencontre de partage et de solidarité. Des vivres, des chaises et bâches ont été offerts par le député Zié Coulibaly. Venons-en à présent à la première édition de l'African Digital Week, une plateforme de promotion des technologies modernes du numérique. Cette première édition a eu pour thème l'économie numérique, quels impacts sur le développement des chaînes de valeur. Le reportage de Davis Oyo et Serge Coléa. Palais de la culture de Trècheville, salle Kodjo est bouclée. C'est ici que les amateurs et professionnels du numérique se sont donné rendez-vous dans le cadre de la première édition de l'African Digital Week. Pour eux,
Il s'agit d'échanger sur l'importance du numérique en Afrique. Les spécialistes du secteur de la digitalisation ont invité les entreprises ivoiriennes et africaines à intégrer le numérique dans leurs différents processus organisationnels. Ils les invitent surtout à faire de l'économie numérique un outil de développement des chaînes de valeur. La Côte d'Ivoire est dans le top 10 des pays africains les plus en avance au niveau de la maturité numérique. Ça valide l'ensemble des efforts qui ont été consentis par notre ministre depuis 6 ans. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'enjeu, c'est le capital humain, la capacité d'avoir des acteurs dans plusieurs domaines qui sont capables d'accompagner la transition digitale de nos entreprises autour de contenus nouveaux, de contenus adaptés aux besoins de nos entreprises, de nos organisations. African Digital Week est la conjonction de plusieurs événements qui se tiennent en Côte d'Ivoire sur le digital. Cette rencontre scientifique se tient sur 3 jours. Quel modèle de transformation digitale pour réussir le développement économique et social? C'est le thème de cette première édition. Rendons-nous en Catalogne pour refermer ce journal. Le Parlement a commencé à siéger pour la première fois depuis les élections du 21 décembre dernier pour élire son bureau, un organe qui veille au respect du règlement de l'Assemblée. La séance inaugurale s'est déroulée dans une configuration très particulière, inédite. L'indépendantiste Roger Taurin a été élu président de l'Assemblée. C'est la fin de ce 23h. Excellente soirée à toutes et à tous.